The step is contrary to Israel's stated goal of negotiating a permanent status agreement with the Palestinians, and it would send a very troubling message if they were to proceed with tenders or construction in that area. Criticized individual Jews who bought apartments in an Arab neighborhood. אני לא רואה שום מקום להתנצל על בנייה בירושלים. עם ישראל צריך לבנות בכל מקום בארץ ישראל, ודאי בבירתו בירושלים. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce morning du vendredi pour 2 heures d'actualité que nous allons passer ensemble. Bon réveil à tous. Au sommaire de cette édition, nous allons parler de la polémique au cœur des relations israélo-américaines. Il s'agit bien sûr des reproches que la Maison-Blanche a formulés au sujet du Premier ministre qui a accepté le projet de construction de nouveaux logements dans un quartier majoritairement arabe de Jérusalem-Est. Une décision qui empoisonne l'atmosphère selon Washington. Et puis, si on parlera du Parlement turc qui a voté hier soir en faveur d'une motion qui permet d'intervenir contre l'État islamique aux côtés de ses partenaires de la coalition internationale, alors que la ville de Kobané est à 2 doigts de tomber aux mains des djihadistes. Et enfin, on parlera du jeûne le plus important pour les Juifs, le jeûne de Kippour, qui coïncide cette année avec Aïd al-Adha, la fête du sacrifice pour les musulmans. Et vous le verrez, le souvenir douloureux des émeutes de l'année 2000 plane toujours sur les 2 communautés à cette période de l'année. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. J'accueille sur ce plateau Maurice Fergan, bonjour, rédacteur en chef pour I24 News, et Jacques Neria, ancien chef des renseignements militaires israéliens. Merci à vous deux d'être avec nous. On va commencer avec vous, Maurice. On fait la revue de presse israélienne ce matin. Je voudrais démarrer par les titres de 2 quotidiens, Yediot Ahronot et Israel Hayom, qui consacrent leur une à l'histoire d'un soldat israélien qui est grièvement blessé au premier jour de l'opération Bordure protectrice. Le commandant Haggai Ben Ari, 29 ans, marié, 2 enfants. Il a été blessé par un sniper à Khan Younes. Depuis, il est dans le coma. Il est à l'hôpital Beilinson dans le coma. Son rêve était de devenir chef d'unité de reconnaissance des parachutistes. Finalement, son supérieur hiérarchique est venu hier lui apporter la nomination alors qu'il est toujours dans le coma. Je vous montre là. Ça fait vraiment la une de tous les des 2 quotidiens en Israël. C'est une histoire avant Kippour. Alors à ce propos, le Yediot Ahronot publie aussi une édition spéciale, une interview spéciale du chef d'état-major, Benny Gantz, qui finalement repousse toutes les critiques qui lui sont portées, notamment sur la conduite de l'opération Bordure protectrice. Et l'interview est titrée « Excusez-nous, nous avons vaincu ». Finalement, il repousse ses critiques sur le traitement en retard du problème des tunnels, en disant que finalement tout a été fait, les opérations ont été conduites comme il le fallait et la majorité des tunnels ont été détruits. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça, Jacques Neria? Donner une récompense à des soldats qui ont été blessés pendant des opérations, c'est une pratique assez courante en Israël? Écoutez, c'est assez courant en Israël, c'est un très beau geste, et puis c'est un geste de reconnaissance envers ce soldat qui a été naturellement touché par un franc-tireur. Et ce n'est pas, enfin, il y a en Tzahal, je dirais, à la tradition automatiquement de hausser de grade ceux qui tombent sur le champ de bataille. Oui. Donc c'est dans le cadre de ces pendant les opérations tout à fait, militaires. C'est dans le cadre de ces gestes-là. Je dirais, c'est une attitude morale qui est très importante pour nous. Quant au chef d'état-major des armées, je dirais que quand on est à bout d'arguments, il faut commencer à crier. Alors voilà, c'est ce qui se passe effectivement. Le chef d'état-major sera, je dirais, au centre d'un débat, d'une polémique, peut-être même, je dirais, des commissions d'enquête concernant ce qui s'est passé pendant cette opération de bordure protectrice, parce qu'effectivement, il y a eu des failles dans le renseignement. Comme dans toute opération, mais il faut tout simplement avoir le courage d'enquêter, de rechercher les causes pour ne pas répéter ça dans une prochaine confrontation à Dieu ne plaise. Alors on va poursuivre avec vous, Maurice, un autre titre qui fait l'actualité, c'est ce ping-pong diplomatique entre Washington et Jérusalem, une fois de plus. Pratiquement tous les quotidiens reviennent sur cette rencontre Obama-Benjamin Netanyahu à Washington, une rencontre qui s'est
bien passé selon certains, mal passé selon d'autres, avec au centre de la polémique la construction à Jérusalem-Est. Alors, on va commencer par le quotidien Haaretz, qui titre, vous allez voir, les USA justifient leurs critiques sur la construction. Nous nous appuyons sur des faits, affirme la Maison-Blanche. Benjamin Netanyahu avait reproché à Barack Obama et à son porte-parole de ne pas avoir vérifié les faits avant de critiquer. Aujourd'hui, le département d'État affirme que leurs critiques sont basées sur un rapport. On sait que le rapport, c'est un rapport de Shalom Arshav, La paix maintenant, et qu'il est arrivé à bon point juste avant l'entretien entre Netanyahou et Obama, comme par hasard, et que le Premier ministre a déclaré qu'il n'a appris l'existence de ce rapport que quelques heures avant la rencontre. Alors, vous allez voir, le ton de Haaretz est extrêmement critique vis-à-vis du Premier ministre. L'éditorial est titré « Empoisonner l'atmosphère » et montre finalement, explique que le Premier ministre, avec cette construction dans les territoires, ne fait pas la preuve de sa volonté de paix. Alors, une caricature aussi dans Haaretz qui en dit long sur la position du journal. Vous allez voir Benjamin Netanyahou face à Barack Obama, qui, finalement, le jour du jeûne de Kippour, jeûne, on a pu voir l'image il y a quelques instants. Est obligé d'avaler une de ses maisons en construction. Tout à fait. Alors, le Jerusalem Post, ensuite, titre « Netanyahou accepte la proposition des USA de pourparler avec les Palestiniens, une proposition basée sur les lignes de 67. Alors le quotidien explique que cette proposition avait été préparée par John Kerry il y a quelques mois et qu'elle n'avait pas été présentée parce que les pourparlers finalement avaient sombré après 9 mois et John Kerry s'était abstenu de présenter son projet de négociation sur la base des lignes de 67 avec un échange de territoire. Aujourd'hui, apparemment, Benjamin Netanyahu a réaffirmé qu'il acceptait le principe de 2 États pour 2 peuples et qu'il acceptait de négocier sur les lignes de 67. Il faut signaler, comme le fait le Jerusalem Post, qu'il y a à peine 1 an, Benjamin Netanyahou avait dit qu'il n'accepterait jamais de négocier sur la base des lignes de 67. Alors, un petit sondage dans le Jerusalem Post, selon le quotidien, 27% des Israéliens ne pensent pas que Mahmoud Abbas est un partenaire digne de confiance pour mener des négociations et 21% seulement des Israéliens ne font pas confiance à Barack Obama pour gérer la politique américaine au Proche-Orient. Vous voyez, la défiance règne. Israël Hayom, le comportement de la paix maintenant, Shalom Arshav, est un sabotage totalement irresponsable. C'est le titre du journal. L'éditorial est encore plus virulent. Les mensonges viennent de l'intérieur et Israël Hayom, finalement, s'en prend directement à Shalom Arshav, la paix maintenant, qui l'accuse d'avoir mis des bâtons dans les roues de Benjamin Netanyahou, d'avoir monté toute une affaire juste avant cet entretien pour empoisonner l'atmosphère et donc de mettre la pagaille entre les 2 hommes. Yediot Ahronot, Netanyahou, moi et Obama sommes comme un couple marié. C'est ce qu'aurait déclaré Netanyahou après la rencontre avec Obama. Il compare leur relation finalement assez agitée à celle d'un couple. On a le droit finalement d'être en désaccord, de s'engueuler parfois, mais finalement on reste ensemble et nos relations sont excellentes, a-t-il dit. Alors il a dit ça sur une chaîne de télévision qui s'appelle Univision. Vous trouvez cette image assez juste, un espèce de vieux couple qui se dispute parfois sur des sujets entre Obama et... C'était courant, mais chacun choisit le lit où il veut dormir. Alors, mais ce sont des relations orageuses. On n'a jamais eu des relations aussi difficiles avec la Maison-Blanche. Nous n'avons pas d'interlocuteur à la Maison-Blanche. Il faut savoir cela. Israël, aujourd'hui, n'a pas d'interlocuteur à la Maison-Blanche, au sein de la Maison-Blanche. Et ce qui s'est passé, c'est un problème entre Israël et les États-Unis ou entre ces 2 personnalités, Barack Obama et Benjamin Netanyahou? En premier lieu, c'est entre ces 2 personnes qui ne s'arrangent pas ensemble, qui semblent être des antipodes. Et il n'y a pas de sympathie. Il n'y a pas de sympathie entre les... C'est personnel, c'est très personnel. Les relations internationales, croyez-moi, comme je faisais partie de cette équipe-là, c'est généralement des relations très personnelles. Je me rappelle très bien des relations que Rabin avait avec Clinton. C'était comme un père avec son fils. Clinton regardait Rabin comme c'était une déité. Et alors, je dirais que les relations personnelles pèsent très lourd dans les relations internationales. Il ne faut pas ignorer cela. Et là, dans le cas d'Israël, dans le cas de M. Netanyahou et de Barack Obama, c'est un désastre. Alors, on va tout de même avec le quotidien Maariv qui ne titre pas sur cette rencontre Obama-Netanyahou, mais sur des problèmes de politique intérieure. Le quotidien Maariv titre « En vue d'un accord de coalition ».
au Parlement, une année sans crise politique contre une TVA à 0%. C'est le projet du ministre des Finances de vendre le premier appartement aux jeunes couples avec une TVA à 0%. Alors apparemment, il y a un deal qui est en place. Alors le Premier ministre prépare-t-il une année sans crise politique, c'est-à-dire obtient ainsi le soutien de Yesh Atid, de Yair Lapid, pour peut-être une éventuelle initiative politique sur le processus de paix. Merci beaucoup Maurice. On va justement revenir sur le ping-pong qui se poursuit entre Washington et Jérusalem. Hier, la porte-parole du département d'État américain a déclaré que les déclarations de Washington contre les constructions de logements à Jérusalem s'appuyaient sur des renseignements concret. Jen Psaki répond aux critiques de Benjamin Netanyahou qui a dit ces derniers jours que Washington n'avait pas de preuves concrètes. Benjamin Netanyahou déclare, lui, ne pas pouvoir empêcher ses citoyens d'acquérir des terrains dans les parties arabes de la ville de Jérusalem. Sujet à débattre dans un instant avec vous, messieurs. Mais avant, un récapitulatif avec Maxime Pérez. Il y a le nucléaire iranien, la lutte contre l'État islamique, mais c'est un projet de construction à Jérusalem-Est qui est venu jeter un coup de froid dans les relations israélo-américaines. En cause, l'approbation de 2600 nouveaux logements à Givat Hamatos, un quartier situé à l'extérieur de la ligne verte, autrement dit des frontières de 1967. Bien que le plan existe depuis plusieurs années, il avait été suspendu il y a un peu plus de 2 ans. Cette mesure est contraire aux objectifs affichés par Israël, à savoir négocier un accord de paix permanent avec les Palestiniens. Un message très troublant serait transmis si des appels d'offres et de construction devaient avoir lieu dans ce secteur. Ce développement ne peut susciter qu'une condamnation de la communauté internationale. Lors de l'entretien à la Maison-Blanche mardi, le président américain Barack Obama n'aurait pas manqué de rappeler à l'ordre Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a choisi de lui répondre en s'adressant à la presse américaine. La critique est adressée à l'égard d'un quartier mixte où une partie substantielle des logements est habitée par des Arabes, des Palestiniens qui vivent aux côtés de Juifs. Qu'importe que le quartier soit mixte, l'organisation La Paix Maintenant s'en tient aux faits et à leurs conséquences. Givat Hamatos se trouve en territoire palestinien. Quand Netanyahou dit qu'il est en faveur d'une solution à 2 États, il faudrait qu'il nous explique comment. Dans le même temps, il peut approuver l'élargissement de colonies et de quartiers dans la partie est de Jérusalem. La polémique est lancée et promet de freiner une éventuelle reprise des négociations de paix. Sur les 2600 logements prévus dans le quartier de Givat Hamatos, 800 seront attribués à des familles palestiniennes. Alors parmi les arguments de Washington contre ce projet et contre le Premier ministre israélien, Israël risque, dit Washington, de froisser ses alliés les plus proches et même ceux qui ne sont pas encore ses alliés mais vers qui Israël aimerait se tourner, c'est-à-dire les pays arabes. Est-ce que c'est un argument qui peut, selon vous, influencer le gouvernement israélien ? C'est une très bonne question. La réponse est très claire, non. Et je ne pense pas que ce gouvernement ou n'importe quel gouvernement israélien prendra en conséquence ce qui pourrait se passer dans des relations hypothétiques avec l'Arabie Saoudite ou les pays du Golfe ou l'Égypte. Pourtant, on sent une volonté de Benjamin Netanyahou dernièrement de se rapprocher de ces pays. Il y a une volonté. Cette volonté provient du fait que les pays arabes eux-mêmes sont concernés par la menace de l'État islamique. Donc, en principe, ils recherchent l'allié idéal. L'allié idéal dans ce cas-là, c'est la seule île dominante et stable au Moyen-Orient, c'est aujourd'hui Israël. Donc cela n'a rien à voir avec les relations officielles. Donc les relations officielles entre l'Arabie... Il n'y aura pas d'avion israélien qui va atterrir en Arabie Saoudite. Il n'y aura pas de juif israélien qui viendra faire un pèlerinage à la Mecque. Ça n'existe pas, ça n'existera pas. Donc, de ce point de vue-là, il ne faut pas se leurrer. Il n'y aura pas d'extension des relations diplomatiques puisqu'elles ne le sont aujourd'hui. Il n'y a pas. Peut-être que le Qatar continuera, mais je dirais, mais là, cet argument-là, c'est un argument qui est plutôt qui pèse concernant l'Europe.
pas tellement le monde arabe, parce qu'effectivement, ce qui se passe aujourd'hui à Jérusalem, c'est ces activités, je dirais, extraterritoriales d'Israël en territoire palestinien. Tout cela mène, comme par exemple la France aujourd'hui, qui a condamné les pays européens, tous vont se mettre à la queue leu pour condamner Israël. Oui, la France aussi condamne aujourd'hui Israël, ce projet de construction tout à à fait. Jérusalem. Alors, ce qui amène le porte-parole de dire que ça va éloigner les amis d'Israël. Effectivement, c'est le cas. Alors, est-ce que justement l'autre argument côté Benyamin Netanyahou, c'est de dire Jérusalem est une et indivisible et je ne peux pas empêcher des Juifs d'acquérir des terrains dans les quartiers arabes. Est-ce que c'est de la mauvaise foi selon vous? Non, c'est pas de la mauvaise foi. Du point de vue légal, la ville a été réunifiée et la partie est annexée à Jérusalem en 1980. D'un point de vue israélien, c'est tout à fait légal. Maintenant, si c'est pas reconnu par la communauté internationale et par la loi internationale, c'est un autre problème. Mais du point de vue de Benyamin Netanyahou, il y a eu une loi à la Knesset qui a été adoptée en 1980 et il va selon cette loi. Pour lui, c'est tout à fait logique. Alors, il faut être un peu sur le terrain pour comprendre les faits. Et là, je vais dans le sens de Benyamin Netanyahou, pour la simple raison que j'habite pas très loin de Givat Hamatos. On peut y aller à pied de chez moi. Givat Hamatos étant l'endroit justement où les logements doivent être construits. Il y a là-bas un site de caravanes en face du minzar du monastère Mar Elias, et de l'autre côté on trouve le village palestinien de Beth Safafa qui le rejoint. Ce terrain est avant Guilo. Ça veut dire que si on renonce à construire à Givat Hamatos, ça veut dire qu'on considère que le quartier de Guilo est aussi une implantation. Je veux dire, donc on rentre dans une logique que le Premier ministre ne peut pas accepter. Mais justement, dans ces 2610, puisqu'il s'agit de 2610 logements, le ministre de l'Habitat, Uri Ariel, a affirmé à la radio israélienne que 1000 de ces logements seraient destinés à la population arabe. Oui. Et c'est un fait que le projet prévoyait effectivement d'élargir aussi Beth Safafa vers l'Est et donc de permettre à des Arabes d'aménager dans des nouveaux appartements. Le problème, c'est qu'il y a une bureaucratie qui fait traîner les choses, parce qu'il faut savoir que ce projet, moi j'en entends parler depuis 15 ans. Il a été adopté il y a c'est pas un nouveau projet. C'est pas un nouveau projet. C'est loin d'être une implantation. Il a été discuté depuis 15 ans. Il a été adopté il y a à peu près 2 ans par la municipalité. Et alors, aujourd'hui, on en parle parce qu'il y a un problème de signature, justement parce que les Palestiniens de Beth Safafa ont des problèmes avec la construction et ils sont en train de négocier. C'est pour ça que le dossier est ressorti à la mairie il y a quelques jours et que ça a été repoussé. D'ailleurs, le plan de construction du quartier arabe avait été repoussé pour des questions techniques d'égout, de voirie. Il faut quand même dire que le vrai problème... Le malheur de Netanyahou, c'est une question de timing. Dans tous ces voyages, dans toutes ces visites aux États-Unis, il y a eu un problème de timing. D'un côté, les relations bilatérales, d'un autre côté, il y a toujours quelque chose qui a gâché cette visite-là. La même chose s'est passée rappelez-vous, avec la visite du vice-président américain en Israël. Il est arrivé ici. C'est ce rapport de Shalom Arshav, de la paix maintenant. Alors, naturellement, on profite de cette occasion-là. Donc, d'un côté, comme vous avez vu, Netanyahou aux Nations Unies n'a pas exprimé, je dirais, sa vision de 2 États, sur une même terre. Et là, il a voulu répéter ça juste avant l'entrevue avec Obama pour lui dire, voilà, je suis toujours d'accord pour la création de 2 États sur cette même terre. Et là, naturellement, il ne s'attendait pas à ce que ce rapport-là de Shalom Arshav soit déjà été envoyé. J'aimerais qu'on revienne quand même au vrai problème qui se passe à Jérusalem, c'est quand même la cohabitation entre Juifs et Arabes. J'espère on bien. est quand même un mois après des émeutes, de violentes émeutes qui ont fait des morts entre les quartiers Est et Ouest de la ville. C'est quand même là peut-être le vrai problème de la cohabitation. Moi, je ne crois pas dans une coexistence dans un même quartier. Je voudrais bien croire c'est pas possible aujourd'hui, selon vous? À mon avis, c'est impossible. La mixité est impossible. L'homogénéité est très importante parce qu'à partir du moment où vous avez des voisines, des régions, des banlieues qui sont mixtes, vous avez des problèmes. Alors, oui, je suis d'accord avec le fait que les quartiers doivent être homogènes. Ils peuvent être partagés, mais de façon homogène. Maintenant, il faut savoir que moi, je passe à Beth Safafa à peu près 3-4 fois par semaine. Il ne se passe strictement rien. C'est un quartier calme où les habitants palestiniens de Beth Safafa, finalement, travaillent en ville, dans la capitale, à Jérusalem, et mènent une vie tout à fait normale. Je veux dire, on n'est pas dans une situation de conflit à Beth Safafa. On est dans une situation de cohabitation. Très violentes, notamment à Chouafat et dans ces quartiers de Jérusalem-Est, il y a quelques mois,
qui ont déclenché d'ailleurs... Il faut faire la distinction aussi entre, je dirais, l'initiative étatique, donc de construire un nouveau voisinage, une nouvelle banlieue pour Jérusalem, et l'activité de cette organisation d'extrême droite, Elad, au sein de Jérusalem. C'est tout à fait autre chose. Leur but principal, c'est d'amener de l'argent américain, de l'argent de l'extérieur, pour acheter des appartements, des maisons dans la région dans la région est de Jérusalem, ce qui est naturellement tout à fait une transaction légale, s'il y a des Arabes qui sont prêts à vendre leur maison, mais leur but est tout simplement de judaïser ces régions-là au fur et à mesure et c'est là un grand problème. Non mais il faut vous dire, le seul problème des habitants de Beth Safafa aujourd'hui, c'est pas la construction du quartier de Givat Hamatos, c'est la construction d'une voie rapide qui va scinder leur village en deux, et c'est contre ça qu'ils protestent. Justement, ils protestent pas contre la construction du quartier de Givat Hamatos. Ils sont totalement intégrés dans le tissu social de la ville. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas un quartier où il y a des affrontements quotidiens. Alors là encore, les mesures de sécurité ont été renforcées quelques heures avant justement le jeûne de Kippour dans les villes, notamment de Jérusalem, mais aussi dans d'autres villes où il y a plus de mixité que par exemple à Tel Aviv. On va passer à un autre sujet si vous le voulez bien. Les 3 officiers de Tsahal qui ont combattu pendant Bordure Protectrice, l'opération Bordure Protectrice à Gaza cet été. On a appris qu'ils s'étaient suicidés. Ils font partie de la brigade d'infanterie Givati et ils ont tous été retrouvés avec leurs armes à proximité. On en parle dans un instant, mais d'abord un reportage de Maël Benoliel. Un drame qui brise le tabou. 3 soldats de la même unité combattante de Tsahal, celle de Givati, ont mis fin à leur jour. Leurs armes de service auraient été retrouvées à proximité de leur corps sans vie. Ces 3 soldats avaient participé à la dernière opération militaire dans la bande de Gaza. Pour ce psychiatre et ancien responsable de la santé mentale dans Tsahal, ces suicides ne seraient pas liés a priori à leur participation à Bordure Protectrice. La guerre, le combat ne sont pas des causes de suicide. Je ne me souviens pas d'un tel cas dans toute ma carrière. Donc il vaut mieux attendre les résultats de l'enquête afin de comprendre ce qu'il s'est passé, car dire que des soldats se sont suicidés parce qu'ils ont combattu à Gaza me paraît tout simplement illogique. En revanche, il est possible que, et là j'émets juste une hypothèse car je ne connais pas les détails de ces dossiers et qu'il vaut mieux attendre les résultats d'enquête, qu'il existe un phénomène de suicide par imitation. Un effet domino, un premier suicide provoquerait les 2 suivants. Une première piste pour tenter d'expliquer le geste de ces 3 soldats. Pourtant, en 2006, Tsahal a mis en place un programme de prévention des suicides qui aurait permis de réduire de 70% le nombre de suicides dans l'armée, avec la mise en place d'un centre d'appel d'urgence. Mais ici, à Iran, depuis la fin de l'opération Bordure Protectrice, on constate une nette augmentation des appels. Bien sûr qu'une opération militaire comme Bordure Protectrice peut laisser des traces. Nous recevons des milliers d'appels à l'aide par an ici, des centaines par mois, et pendant Bordure Protectrice, il y a eu une augmentation des appels à l'aide de la part des soldats en service ou des soldats réservistes. Il y a par exemple ce soldat réserviste qui nous a confié qu'il a été 30 jours à Nahal Oz et que depuis qu'il est rentré, il n'arrive plus à dormir la nuit, sans se réveiller au moins 2 fois, qu'il fait toutes les nuits des cauchemars, qu'il a des nausées, un manque d'appétit, qu'il se sent déconnecté de sa vie et que sa femme ne le reconnaît plus. Un stress post-traumatique qui entraîne des troubles et qu'il est important d'identifier au plus tôt. Malgré l'existence d'associations comme Eran et les nombreux efforts de Tsahal pour tenter de prévenir et d'éviter le passage à l'acte, le suicide constitue pourtant la première cause de mortalité chez les soldats de l'armée israélienne, en dehors des périodes d'opérations militaires ou de guerre. Voilà, alors typiquement, après ce genre d'opération comme Bordure Protectrice, on peut se demander... corriger simplement, les suicides, ce n'est pas la deuxième cause, c'est les accidents.
les accidents routiers qui tuent beaucoup plus de soldats que les suicides. Que les suicides Tout à au sein fait. de l'armée. Alors, quel type de soins psychologiques, de suivi psychologique reçoivent ces soldats après des opérations comme la dernière dans la bande de Gaza? Écoutez, au niveau de tous les bataillons de l'armée, il y a des psychologues et des psychiatres qui sont présents. Au moindre problème, le chef du bataillon ou quelqu'un qui remarque que quelqu'un a une attitude bizarre, alors automatiquement on le... Il n'y a pas une sorte de régulation, par exemple, après, on n'oblige pas ces jeunes, après des opérations militaires, à suivre régulièrement un suivi psychologique, à voir un psychologue ou un responsable? Écoutez, il ne faut pas exagérer aussi dans ce phénomène-là. Il s'agit ici de 3 cas d'une brigade. Je dirais que les suicides dans l'armée se passent... il y avait des époques où nous étions à des chiffres qui étaient, je dirais, très problématiques, mais aujourd'hui nous sommes très, très bas dans ces chiffres-là. Le suivi que fait l'armée est très important et l'armée a conscience de ce problème-là, de ce traumatisme qui peut se créer après les combats, après des confrontations militaires et surtout après des combats corps à corps avec des ennemis. Et tout cela, naturellement, est pris en considération. Les chefs de bataillon, les chefs de brigade, de temps en temps, donnent je dirais des espèces de conférences, essaient d'expliquer la raison d'être, je dirais, de l'armée. C'est à partir du moment où on est convaincu de la raison d'être de l'armée et de sa mission, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Mais quand on n'est plus convaincu de ce qu'on fait et quand on voit les choses qui sont en face, je dirais des drames et des situations assez difficiles à regarder. Justement, comment on peut évaluer l'ampleur d'un traumatisme? Comment est-ce qu'on définit, définit après une opération que telle ou telle personne n'est pas apte à reprendre une vie normale et doit suivre? Ce n'est qu'après coup. Eleanor, dans cette opération-là de barrière protectrice, il y a eu énormément de soldats qui sont sortis de l'opération en état de choc après ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont vu sur le terrain. Et si ces 3 suicides, on peut le regretter, c'est désolant, mais finalement c'est peu par rapport au nombre de soldats qui ont été engagés aussi, il faut le dire. Maintenant, il faut savoir que l'un des 3 soldats était un soldat décrit par ses camarades comme totalement normal, motivé et avec le sourire. Alors, voilà. C'est finalement, il y a une opération de relations publiques qui se fait à cette occasion où l'armée et les organisations qui s'occupent des soldats en détresse tentent de déceler par une opération dans les médias les personnes qui pourraient être à risque. Alors, on sait que finalement, il y a deux phénomènes. D'abord, l'insomnie. Dès le moment où un soldat revient avec de l'insomnie, c'est grave. Et deuxièmement, des expressions, des soldats qui s'expriment d'une façon assez bizarre en disant j'aurais dû y rester, pourquoi je suis pas à la place de mes copains. Et là, ça permet de déceler des situations de détresse et les soigner. Enfin, on voit quand même que les méthodes de la façon qu'a l'armée de déceler n'est pas toujours à 100%, on ne réussit pas toujours à 100%. Plusieurs cas de suicide, dont ces 3 jeunes qui sont suicidés ce mois dernier. Merci beaucoup à Maurice Fergan et Jacques Neria d'avoir été avec nous. En deuxième partie d'émission, on retrouvera Michel Kichka avec ses dessins qui illustrent l'actualité de la semaine, toujours avec humour. Restez avec nous, un journal et on revient. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre pour cette deuxième partie du Morning. Nous accueillons ce matin Michel Kichka, dessinateur de presse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Ali Waqued, consultant i24 Bonjour, News Ali. pour les questions du monde arabe. Bonjour Ali. Merci à vous d'être avec nous. On revient avec vous, Michel, d'abord sur le discours de Mahmoud Abbas à l'ONU, un discours qui a énormément déçu Washington. Vous savez, moi j'ai eu cette semaine un avantage un peu particulier. J'étais pas en Israël. J'ai pas suivi les médias israéliens. J'étais en France pour présenter un documentaire sur le dessin de presse et la liberté d'expression. Et ça fait que j'ai juste regardé les titres sur Ynet, savoir si la paix arrivait pendant que j'étais pas là, juste pour savoir. Donc en fait, sans rien lire, ou en lisant vraiment très peu, et en dessinant pendant que je voyageais, j'ai pu avoir un regard complètement détaché et un peu extérieur. De l'actualité. Et ça fait change. du bien. Des fois, ça fait du bien. Prendre du recul. Et ça n'empêche pas de comprendre les choses très bien. Donc j'ai bien compris qu'il avait un discours très fort, très militant. Évidemment, accuser Israël de génocide volontaire à Gaza, c'est un petit peu pousser bobonne dans les orties, comme on dit en chinois. Mais j'ai pas été surpris
qu'est-ce qu'il pouvait dire après l'été? Qu'est-ce qu'il pouvait dire à Bibi Netanyahou? Idem pour le discours de Netanyahou qui a annoncé, parce que ce sont les 2 dessins qu'on va montrer, qui a annoncé qu'il allait dévoiler les mensonges de Mahmoud Abbas à l'ONU. Et finalement, vu de loin, je me suis bien rendu compte d'une chose. Il ne parlait ni avec l'Assemblée de l'ONU, il parlait pas les uns aux autres. Chacun parlait avec ses électeurs. Bibi Netanyahou, il a parlé pour l'électorat israélien. Il est dépassé par Bennett. Il est en train d'essayer de resserrer les rangs de ce qu'on pourrait appeler d'une droite. Je ne sais pas si on peut l'appeler modérée, mais en tout cas moins extrémiste que Bennett lui-même. Parce qu'au même moment où il parlait à l'ONU et qu'il parlait avec Obama, en osant dire encore une fois 2 États pour 2 peuples, voilà, chose à laquelle il ne croit pas vraiment. Le dessin apparaît sur l'écran. Alors, pour ironiser là-dessus, j'ai tout simplement rebondi sur ce fameux discours sur le nucléaire iranien de Netanyahou. Bien sûr, on s'en souvient quand l'année il est venu dernière. avec sa bombe, ça a été un moment très graphique de l'ONU. Et donc finalement, voilà, il y a Bibi qui fait de Mahmoud Abbas la bombe, et dans le précédent, c'est Mahmoud Abbas qui fait de Bibi la bombe. Ils se sont parlé comme si c'était 2 ennemis qui ne se sont jamais parlé. Mais finalement, ils ne se sont pas parlé l'un à l'autre. Il ne faut pas se faire d'illusions, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a rien qui a changé. Netanyahou était très orienté pour ses électeurs, pour son public. Absolument. À la maison. Mais ce que j'ai écrit, en mettant ces dessins en ligne sur mon blog, j'ai écrit comme ça. Mahmoud Abbas, Bibi Netanyahou, ex aequo 1-1, les peuples palestiniens à Israël, 0. Voilà, on est même pas sur place, on est en recul, parce que les choses qu'on a entendues, ce sont des choses qu'on n'avait plus entendues depuis des années. Alors justement, Benjamin Netanyahou avait promis un discours tranchant. Pour vous, ça a été un discours si tranchant? Alors là, je suis obligé d'être honnête, je ne l'ai pas écouté son discours. Je peux dire... Vous avez dû entendre quelques bribes de son discours. Sans gêne, j'avais pas non plus très envie de l'écouter. Il suffit d'entendre 2-3 phrases. On a compris le principe. C'est une mantra, le discours de Bibi Netanyahou à l'ONU. D'accord? Et maintenant qu'il n'y a plus l'Iran, alors il y a Daesh. Il est revenu quand même pas mal sur l'Iran. Il change les mots dans le discours. Ouais. Finalement, il fait le même discours tous les ans à l'ONU. Et Mahmoud Abbas, plus ou moins aussi. Mais disons que les Américains auraient peut-être espéré, après tous les efforts de Kerry, une ouverture. Il n'y a pas eu l'ouverture, mais elle viendra peut-être après. Moi, je ne suis pas inquiet. Et justement, Naftali Bennett va encore plus loin, puisque pour lui, la solution de 2 États est complètement morte. Naftali Bennett, ministre de l'économie. Si Bibi Netanyahou n'avait pas une coalition telle qu'il a aujourd'hui, il devrait finalement faire avec Bennett exactement ce qu'il a fait avec Danone, le jeter du gouvernement. Expliquez-nous un peu ce dessin. On voit justement sur la tête de Naftali Bennett. J'ai fait donc Bennett, sur la tête duquel il y a la construction faite et la construction annoncée, avec Obama et Netanyahou, un disant 2 États, point d'exclamation, et Bibi qui dit pour 2 peuples. Il n'est pas sûr que c'est vraiment ça qu'il veut, mais il l'a dit. Et Bennett qui dit jamais, c'est la première fois qu'un représentant de la droite israélienne à la Knesset déclare, mais d'une façon ferme, il n'y aura pas d'État palestinien. C'est la phrase qu'il a dite. Et ça veut dire... Les déclarations un peu provocatrices de la part de Naftali Bennett, on les connaît ces derniers temps. On les connaît, mais là c'était fort, et c'était simultané avec la rencontre, donc de quand même du président américain avec le premier ministre israélien. Donc ça veut dire qu'on va avoir un automne et un hiver mouvementé à la Knesset, et on va voir ce que ça va donner. Bon, on termine sur quelque chose d'un peu plus gai, ce mariage presque princier de Georges Clooney. Oui, je me suis dit, voilà, sur quelle note je termine? Il y a quand même pas mal de choses. J'aurais pu parler de la révolte des parapluies à Hong Kong, de Daesh. Il y avait encore tellement de choses dont on pouvait parler. Mais bon, ici, on aime bien George Clooney en Israël. Tout le monde a une machine Nespresso plus ou moins chez lui à la maison. Alors j'ai dessiné avec Amal sur une gondole. Elle lui dit George, I love you. Et il lui répond What else? Donc, parce que bon, effectivement, on ne peut pas échapper à cette publicité. Voilà, c'était un clin d'œil. Moi, vous savez, c'est un acteur dont je suis la carrière avec beaucoup d'intérêt. Oui, parce que j'ai déjà entendu des interviews de lui. C'est un acteur qui, d'un côté, est terriblement populaire. Évidemment, ça a été par la télévision. Mais très engagé aussi. Mais il fait des films engagés. Et il a des déclarations engagées. Et il vient d'une famille. Il avait un père qui était comme ça. C'est un acteur intelligent qui ne fait pas son métier juste pour faire de l'argent et pour avoir de la popularité. Donc, ça m'intéresse de suivre la carrière de gens comme ça. On va rester justement dans le thème de l'humour, mais cette fois en Irak, où une émission de télévision brave les interdits et s'attaque aux djihadistes de l'État islamique. Cela ne se fait pas sans grincement de dents. Vous allez le voir, un récit de Sandy Fortis. L'organisation de l'État islamique inspire la terreur, mais en Irak, on a décidé de ne pas céder à la peur et de réagir par l'humour.
La chaîne Irakia TV a créé une série satirique sur le groupe terroriste avec pour personnage principal le calife autoproclamé de Daesh qui ne se montre jamais, Abou Bakr al-Baghdadi. Objectif, se moquer des membres de l'organisation de l'État islamique pour encourager la population à dépasser sa frayeur et surtout remettre les idées en place. Il croit que la climatisation est interdite par la religion. De même pour la glace et les coupes de cheveux. C'est une pensée arriérée. Dans notre émission, nous allons exposer ce retard d'une manière comique. Une mission toutefois difficile, la plupart des acteurs irakiens ayant peur des représailles. De nombreux acteurs ont peur de jouer dans la série, mais beaucoup d'artistes ont participé et je considère leur collaboration comme étant une conduite patriotique. Beaucoup d'artistes avaient peur de participer à cette comédie parce qu'ils craignaient la réaction des gens dans la rue. Mais moi, j'ai insisté pour y participer afin de contribuer à la lutte contre le terrorisme. Il n'y aura plus de terrorisme ni de Daesh. Si ce show constitue la nouvelle arme irakienne contre Daesh, ses premiers tirs ont failli rater leur cible. Dans les premiers clips promotionnels diffusés par Irakia TV, le scénario indique que l'organisation de l'État islamique a été créée par la CIA, Israël et les monarchies du Golfe. On voit ainsi un cow-boy invitant le diable à épouser une femme avec une étoile de David autour du cou, accompagnée d'une femme représentant Sheikha Moza, l'épouse de l'émir du Qatar, le charmant couple donnant ensuite naissance au calife. Suite au premier bombardement de la coalition internationale comprenant les États-Unis et notamment plusieurs pays du Golfe, dont le Qatar, les créateurs de la série ont rapidement tenté de rectifier le tir en supprimant le cow-boy américain et Sheikha Moza. Reste à savoir si la série satirique aura le résultat escompté. On a vu ce reportage, c'est quand même très culotté. Est-ce que ici l'humour en Irak, c'est une forme de rébellion? Finalement, c'est presque politique. C'est complètement d'ailleurs politique. Il y a une partie de la population dans le monde arabe qui se voit obligée de se détacher des normes de Daesh, de l'État islamique, pour essayer de faire un peu de distance entre la grande majorité de la population arabe et entre les normes de l'État islamique. Ça, j'ai trop aimé ces vidéos irakiennes, mais il y a une vidéo libanais qui est à la libanaise. On l'a vu il y a quelques jours. Vous l'avez vu oui, c'est sur ici, notre antenne. Et ça montre un peu le fait que la jeunesse arabe n'est pas dans le panier de Daesh, n'est pas dans le même sac que ces djihadistes prônent. Et sur Facebook, il y a toujours des vidéos très mignonnes ou des posts qui condamnent Daesh. C'est très intéressant de voir la discussion entre les gens qui ripostent à ces postures Facebook ou sur ce vidéo. Cette campagne internationale anti-État islamique a fait vraiment surgir des initiatives pareilles, mais surtout un débat très vif. Des initiatives internes, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des Irakiens qui se rebellent contre l'État islamique par l'humour. C'est quand même, c'est courageux d'abord. C'est très courageux. Est-ce qu'ils ne risquent pas justement de se faire poursuivre par des djihadistes en faisant ça? Il le risque, bien sûr, mais il faut que, si ce n'est pas les artistes, si ce n'est pas les gens qui écrivent, les gens qui sont des dessinateurs, etc., qui vont exprimer une position un peu contraire à celle de l'État islamique. Est-ce qu'on attend ça des masses avec tout le respect aux masses, si ce n'est pas les élites, si ce n'est pas les intellectuels qui vont prendre la devance de cette campagne anti-État islamique au sein du monde arabe. Je ne vois pas qui fera ça, mais les initiatives, ce n'est pas les seules. Il y a maintenant un phénomène sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube, des initiatives pareilles pour montrer que les djihadistes, ce n'est pas les seuls musulmans, ce n'est pas les seuls arabes qui existent ou qui au moins dictent l'ordre du jour. Bien sûr qu'il y a une autre voie musulmane. Alors justement, on va pas toujours parler de l'État islamique, mais un sujet plus sérieux cette fois, c'est le rôle que la Turquie a pris hier, qui rejoint l'intervention de la coalition internationale en Syrie et en Irak, puisque vous le savez, hier, le Parlement a approuvé à très large majorité cette motion qui autorise l'armée à mener des frappes contre les djihadistes. On va en parler dans quelques instants, mais avant, regardez.
Un débat à huis clos et un vote sans surprise, la Turquie va rejoindre la coalition dirigée par les États-Unis pour lutter contre l'État islamique. Longtemps soupçonnée d'aider l'avancée des djihadistes en Syrie pour déstabiliser le régime de Bachar el-Assad, la Turquie rejoint donc les 12 autres pays qui combattent militairement. À l'initiative du texte, le président Recep Tayyip Erdogan est revenu mercredi sur la nécessité d'intervenir rapidement. Face à la terreur, en tant que nation, nous sommes ouverts et prêts à toute coopération. Mais tout le monde doit savoir que la Turquie n'est pas un pays qui se satisfera de solutions temporaires. Cette décision devrait permettre aux soldats turcs de mener des opérations au sol. Des soldats étrangers pourraient également être autorisés à stationner sur son territoire. Un revirement d'Ankara amorcé après la libération le 20 septembre dernier de 46 otages turcs retenus en Syrie et en raison de la pression à sa frontière. Alors que les combats se poursuivent en Syrie, des milliers de réfugiés continuent d'affluer à la frontière turque. Malgré tout, les soupçons continuent de peser sur le pays. Alors que les combattants kurdes, les Peshmerga, luttent aux côtés de la coalition contre l'État islamique, la position d'Ankara est plus ambiguë que jamais. La Turquie tâche en effet depuis longtemps d'étouffer tout sentiment national chez cette minorité largement présente dans le pays et n'hésite pas à combattre militairement les militants indépendantistes du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Voilà, alors concrètement, quelle forme va prendre cette intervention turque ? Bon, cette intervention, elle va prendre la forme surtout d'opérations terrestres, mais il faut faire attention, Éléonore. Contrairement à la déclaration de la coalition internationale, la Turquie a dit on va battre l'État islamique, on va battre le régime Assad. Et pour le moment, ce n'est pas le mandat de cette... Les motivations d'Ankara sont quand même très différentes des motivations du reste de ses partenaires de la coalition internationale. Tout à fait. Pour le moment, la campagne internationale, la communauté internationale est réduite à battre l'État islamique et Daesh et non pas le régime, bien que dans la même déclaration qui a été le mois dernier, il faisait partie de réarmer l'opposition modérée syrienne. Mais les Turcs, ils ont une autre agenda. D'ailleurs, le rôle de la Turquie continue à être contradictoire. Hier seulement, les Kurdes avaient publié des témoignages où des militants de l'État islamique se baladaient, attaquaient, tuaient des villageois kilomètres de la ville kurde de Kobane, il faut le rappeler, en Syrie. D'ailleurs, une offensive qui fait qu'il y a de plus en plus de Kurdes qui rejoignent la Turquie. Bien sûr, et on voyait les postes de l'armée turque voir toute cette scène des Kurdes persécutés par l'État islamique sans réagir. Donc là, si ce n'est pas une collaboration indirecte comme le soupçonnent les Kurdes, les Syriens, les Irakiens et l'opposition turque contre Erdogan, le rôle de la Turquie continue à être très contradictoire. Le rôle de la Turquie continue à être très ambigu pour le fait que la Turquie elle a un agenda. Contrairement aux autres acteurs politiques de la région, l'agenda turc implique à jouer un rôle, à dominer même cette très région. Rapidement, parce qu'on va devoir terminer vraiment dans quelques instants. Est-ce que l'alliance des Kurdes peut représenter une menace pour la Turquie? Est-ce qu'aujourd'hui, le nombre de Kurdes qui arrivent en Turquie peut représenter une menace de plus et faire pression sur le gouvernement Ankara? Elle peut faire pression sur le gouvernement Ankara. Et c'est vrai que quand la Turquie dit battre Daesh, battre l'État islamique peut être un outil dans les mains de la Turquie pour réduire les ambitions de la Turquie, pour réduire les menaces kurdes. Donc moi, je ne vois pas un rôle positif de la Turquie dans cet aspect. Au contraire, je vois très rapidement une confrontation entre la communauté internationale et la Turquie concrètement sur cette question kurde. Merci beaucoup Ali Ouaked, merci Michel Kishka d'avoir été avec nous. Restez avec nous, dans un instant on parlera de ce tournant à Hong Kong puisque les leaders des manifestants étudiants ont accepté de dialoguer avec le gouvernement. On en reparle dans un instant, mais tout de suite le journal, restez avec nous.
tous, de retour sur le plateau du Morning, toujours avec Ali Waked et Bethsabée Salem qui nous a rejoint. Bonjour Bethsabée. On va justement commencer avec vous, évoquer l'actualité en 5 clics, à commencer par les militants pro-démocratie qui ont accepté hier de discuter de leurs revendications avec le gouvernement. Mais pour eux, ils continueront à occuper le centre de la ville jusqu'à ce qu'un suffrage voit le jour, un suffrage universel. Alors le South China Morning Post souligne en effet qu'il y a un véritable fossé donc entre les partis en dépit de ce début de discussion. Pas d'avancée après 1 heure de discussion entre les représentants. Quant au chef de l'exécutif local, eh bien, il a affirmé qu'il ne partirait pas en dépit de la demande des étudiants de voir sa démission. Alors pas de quoi calmer les tensions, bien évidemment. D'ailleurs, toujours selon le South China Morning Post, eh bien, un policier se trouverait dans un état grave alors que des accrochages ont eu lieu entre la police et les manifestants aux accès des bâtiments du gouvernement. Et il n'y a pas que la police qui montre des signes de nervosité. Ce serait d'ailleurs le plus grand défi pour le PCC depuis Tiananmen. Le Figaro explique en effet qu'après avoir activé tous les leviers de la censure, jeté en prison des dizaines d'opposants, Pékin a interdit les tours opérateurs de touristes chinois à destination de Hong Kong afin d'éviter la contagion de ces revendications démocratiques vers le continent. Une façon, souligne le journal, de mettre l'ancienne colonie britannique en quarantaine. Ah oui, c'est la grande angoisse de Pékin, justement, que ce mouvement se propage à travers le reste de la Chine. On va tout de suite en parler avec Jean-François Huchet, que l'on rejoint par téléphone, professeur des universités à l'INALCO. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Alors, est-ce que le pouvoir à Hong Kong est susceptible, selon vous, de lâcher du lest maintenant que les manifestants ont accepté de discuter avec le gouvernement? Écoutez, c'est un dialogue qui va être très très difficile. L'interlocuteur principal est Pékin et pas le gouvernement de Hong Kong, puisque la loi qui fait objet de conflits et qui est la revendication principale des étudiants, mais aussi des autres organisations du camp démocrate, c'est une proposition qui vient du gouvernement central de Pékin. Les étudiants essayent bien évidemment de trouver des interlocuteurs pour essayer justement de faire monter la pression. Vous avez remarqué très certainement qu'ils refusent de discuter avec le chef du gouvernement qui a été obligé de mandater quelqu'un de son administration pour discuter avec eux. Alors justement, pour faire plier les contestations, le pouvoir chinois à Pékin fait rarement dans la dentelle. Comment vous expliquez qu'après 1 semaine, il n'y ait quasiment pas eu de réelle répression à Hong Kong? Écoutez, Pékin joue très gros sur Hong Kong parce que il y a d'abord une question d'image sur le plan international. Il est, je crois, hors de question pour Pékin de refaire ce qu'il 1989 sur la place Tiananmen. Par ailleurs, ça se déroule sur un territoire où il y a des libertés d'expression, où on ne peut pas emprisonner comme ça les gens d'une minute à l'autre, où on ne peut pas contrôler non plus tous les moyens de communication, comme c'est le cas en Chine. Donc Pékin est un peu désarmé sur le territoire de Hong Kong. Et donc c'est un conflit qui est un peu inédit pour Pékin, qui n'a pas tous les moyens pour justement manœuvrer face aux manifestants. Alors oui, on parle encore aujourd'hui d'un pays et 2 systèmes. Il y a selon vous un risque de propagation du problème justement à l'échelle nationale? On a vu que c'était l'angoisse principale de Pékin. Alors je crois que depuis 1997, depuis la rétrocession, Pékin a fait en sorte de cloisonner tout ce qui était politique. En ce qui concerne Hong Kong, il y a plus ou moins bien réussi jusqu'à présent. Il faut voir aussi qu'il y a des différences d'identité assez fortes entre les deux territoires, entre la Chine continentale et Hong Kong. Ce qui peut aussi provoquer de la part des continentaux, des Chinois de Chine populaire, par moments des réactions, pas d'hostilité, mais disons un peu d'indifférence face à ce qui se passe à Hong Kong. Donc pour l'instant, les choses sont assez cloisonnées, mais c'est vrai qu'avec les nouveaux médias, il y a quand même beaucoup de choses qui passent.
et il y a quand même beaucoup de discussions. Mais pour l'instant, Pékin semble tenir ce cloisonnement et semble éviter la propagation. Ce qui est plus problématique, c'est du côté de Taïwan, puisque Pékin souhaitait faire réentrer Taïwan dans un pays de système. Et là, étant donné l'avancée de la démocratie à Taïwan, il semble beaucoup plus difficile, bien évidemment, aujourd'hui pour les Taïwanais d'accepter un pays de système. Merci beaucoup Jean-François Huchet d'avoir répondu à nos questions. On continue avec le deuxième clic Betsabé. Alors, ce deuxième clic. On part pour les États-Unis avec ce qui fait la une des journaux américains ce matin. C'est ce piratage à grande échelle. En effet, l'une des plus grandes banques des États-Unis, JP Morgan, a annoncé que les comptes, attention, de 76 millions de foyers, de 7 millions de PME avaient été piratés. Alors des chiffres bien au-delà des précédentes estimations, souligne le New York Times. Une cyberattaque avait été relevée fin août par les médias américains et à l'époque, Morgan avait démenti, en tout cas n'avait pas confirmé. Et là, finalement, JP Morgan a écrit une lettre qui se veut rassurante. Les pirates auraient réussi à dérober une liste de clients avec des informations comme leur adresse, par exemple, leur numéro de téléphone. Mais comme le précise le Wall Street Journal, en revanche, pas de détails sur leur numéro de compte, voire leur numéro, voire leur mot de passe. Alors, le New York Times n'est pas vraiment dupe. Les fichiers volés pourraient contenir des données, attention, bien plus sensibles que les détails des cartes de crédit des clients. À suivre. Alors justement, une autre affaire à suivre de près par les médias, c'est l'affaire Pistorius, bien évidemment. Exactement. Alors certaines informations auraient échappé à la justice, c'est ce que prétend un journaliste sud-africain spécialiste du dossier Pistorius. Exemple parmi d'autres, en croire les relevés téléphoniques de l'athlète, quelques heures seulement, non, 10 minutes avant le drame qui s'était passé en février 2013, l'athlète avait été au téléphone avec une baby shoes nommée ainsi dans son répertoire. En fait, c'était une ex-conquête de l'athlète. Or, la police n'a pas fait le lien entre l'ex-petite amie et ce numéro de téléphone. Alors, pas de quoi changer le cours du procès, nous dit RFI. Mais une chose est sûre, il y a des zones d'ombre dans ce procès à suivre. Beaucoup de rebondissements dans ce procès en cours. Alors, en France, on parle beaucoup de Big Malion également. Big Malion, ou le retour laborieux de Nicolas Sarkozy sur la scène politique. Le scandale Big Malion plombe Sarkozy, nous dit Libération. Oui, puisqu'hier, François Fillon a jeté comme de l'huile sur le feu au micro de France Inter. Il a dit que Big Malion n'était pas vraiment un secret visible, cette société, puisque l'ensemble des activités du groupe UMP et du parti étaient accompagnées par la société. Et ce, alors que droit dans les yeux de Laurent Delahousse sur le plateau de France 2 le 21 septembre, Sarkozy disait « J'ai appris le nom de Big Malion longtemps après la présidentielle ». Alors, je ne sais pas qui dit la vérité, Léonore, mais en tout cas, le retour à façon Bing Bang, expression empruntée à Libération, souhaitée par l'ancien président de la République, est certainement entaché à l'heure qu'il est par ce scandale. D'ailleurs, beaucoup de sénateurs et députés UMP veulent tourner la page, selon Libé, je dirais sauver leur peau surtout. Et oui, on reste en France avec cette salve de critiques dans la presse britannique. Voilà, alors ça se passe à moitié en France, à moitié en Grande-Bretagne. C'est le directeur de John Lewis. John Lewis, vous savez, c'est ce grand magasin d'Oxford Street, donc à Londres. Andy Street, son directeur, a affirmé au Times, ça a été repris avec beaucoup de plaisir par le Daily Mail, que les investisseurs devaient retirer à tout prix leur argent de la France. La France est un pays fini. Une attaque stupéfiante, commente le Daily Mail. Alors, comment il en est arrivé là, ce Andy Street ? Il est allé à Paris, tout simplement, la semaine dernière. Et alors, il a dit que non seulement rien ne marche, mais qu'en plus, tout le monde s'en fiche, sans compter l'impolitesse sur place. Des propos auxquels a répondu quand même l'ambassade de France en Grande-Bretagne. La France est la 5e économie mondiale, la 2e en Europe. Alors, apparemment, tous les investisseurs ne pensent pas comme lui. Merci beaucoup, Betsabé Salem. On va tout de suite parler des deux fêtes les plus importantes pour les religions juives et musulmanes. Hasard du calendrier, elles tombent aujourd'hui toutes les deux en même temps pour l'Aïd al-Fida chez les musulmans et le jour Al-Adha pour les musulmans, merci Ali, et Yom Kippour, le jour du pardon chez les juifs. On va tout de suite voir comment la cohabitation va se passer. Regardez d'abord ce reportage signé Léa Volbert.
Hasard du calendrier, cette année, les fêtes de Kippour, jour du grand pardon chez les Juifs, et l'Aïd, la fête musulmane du sacrifice, tomberont le même jour. Mais la fête juive est un jour de repentance, un jour de jeûne et de prières intensives. La fête musulmane, en revanche, prend des allures de festival. Célébrée dans tout le monde musulman, on y consomme de la viande sur fond de musique traditionnelle. Mais après un été d'affrontements entre Israël et le Hamas, les Gazaouis redoutent de ne pas pouvoir observer la fête. Ce n'est pas comme les autres années. Il n'y a pas d'électricité, les gens sont fatigués de la guerre. Certains n'ont plus de maison, ils ne peuvent pas faire le sacrifice car ils n'ont pas où conserver la viande. Certains militants pour la coexistence craignent quant à eux un malentendu. En effet, des juifs pratiquants pourraient prendre les festivités publiques de l'Aïd pour une provocation. Autre risque, celui d'affrontements violents dans les villes israéliennes mixtes comme Acre ou Jérusalem, où la police devrait renforcer considérablement ses effectifs. Les autorités ont donc appris la leçon. En 2008, à Acre, des Juifs avaient lancé des pierres sur un motard arabe qui s'était égaré dans le quartier. Les Juifs n'ont en effet pas le droit de conduire pendant ce jour sacré. Cette année, des tracts en hébreu et en arabe seront distribués dans les rues de la ville, appelant au respect et à la tolérance envers les religions et les traditions. À Jérusalem, des centaines de policiers auront pour tâche de séparer les fidèles arabes et juifs venus prier en masse. La tension sera encore plus ressentie sur le mont du Temple. 40 000 musulmans viendront prier à la mosquée Al-Aqsa, tandis que des dizaines de milliers de juifs afflueront vers le mur des lamentations situé juste en dessous. L'est de la ville est encore sous le coup des tensions de cet été. La police et les jeunes Palestiniens s'y affrontent encore quotidiennement. Dans les deux camps, on craint de voir la situation exploitée par des groupes marginaux. Les forces de l'ordre ont donc un long week-end en perspective. Voilà, on a pu le voir, les mesures de sécurité ont été renforcées, notamment dans les villes mixtes de Saint-Jean d'Acre, de Jérusalem et de Nazareth. Aujourd'hui, 14 ans après les événements de l'année 2000 où 13 Palestiniens avaient été tués, est-ce qu'il y a encore de quoi être inquiet ? Il y a encore de quoi être inquiet pour la simple raison que, à mon avis, l'intégration de la population arabe au sein de la société israélienne est loin d'être complète. Et il y a encore une différence énorme dans les ressources investies dans les villes et villages arabes, contrairement aux ressources investies dans le milieu juif. Les statistiques prouvent qu'il y a encore une différence énorme entre le revenu de la famille arabe, le revenu de l'individu arabe, le taux des étudiants arabes aux universités, par contre, à leur pourcentage dans la société. Mais ce qui s'est passé en 2000, aussi la population arabe a tiré les conséquences. Ça a commencé quand la population arabe s'est identifiée avec le soulèvement du peuple palestinien en Cisjordanie et à la bande de Gaza. Des émeutes ont eu lieu entre des jeunes arabes et la police, et on a vu, Éléonore, les conséquences tirées au cours de la dernière guerre à la bande de Gaza, quand la réaction de la population arabe en Israël a été beaucoup plus modeste et réduite par rapport à celle qu'on a vue en 2000. Donc, il y a quand même eu des émeutes, notamment à Chouafat, à Jérusalem-Est. À Jérusalem-Est et quelques parties en Galilée, mais très réduites par rapport à ce qui s'est passé en 2000, et que la preuve que en Israël, si pour le moment je mets de côté Jérusalem-Est, en Israël il y avait 0 tués contrairement à 13. Il y avait quelques arrêtés contrairement à des centaines qu'on a vus en 2000. On a l'impression, par exemple, que dans des villes comme Nazareth, la cohabitation, la coexistence entre arabes et juifs se passe mieux qu'ailleurs, qu'à Jérusalem par exemple. Est-ce que c'est vrai ? Parce que Jérusalem, c'est un contexte politique tout à fait différent. Qu'on le veut ou qu'on ne le veuille pas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il y a une différence politique qui sépare Israël presque à tout le monde en ce qui concerne Jérusalem. Une bonne partie de la population de Jérusalem se voit palestinienne, se voit faire partie de la capitale de la Palestine, d'un territoire occupé. À Nazareth, comme à Jaffa par exemple, nous on est ici à Jaffa, et la police israélienne a réuni des dirigeants religieux et sociaux
sociaux des deux sociétés juives et arabes pour essayer de mettre en commun un comité ad hoc qui réagira en cas des émeutes si jamais un véhicule arabe va franchir les quartiers juifs, etc. Et c'est partout en Israël où la police et les autorités locales essayent d'éviter toute tension entre juifs et arabes du fait que c'est le jour où chez les juifs c'est un jour très saint, la silence est demandé, et chez les arabes c'est une journée de festivité, c'est une journée de fête où tout le monde, il y a des défilés, des scouts, etc. Et donc il faut garder cet équilibre. D'un côté, permettre aux juifs de respecter ce jour très saint, mais de l'autre côté, permettre aux arabes d'essayer de fêter la fête. Bien sûr. Merci beaucoup, Ali Waked. Merci à vous, Betsabé Salem, d'avoir été avec nous. Dans quelques instants et en dernière partie d'émission, on parlera de cette nouvelle application anticorruption, nouvelle application qui fait fureur en Ouganda. On en reparle dans un instant, mais avant, c'est le journal. À tout de suite. Bonjour à tous, c'est la dernière partie du morning de ce vendredi. On accueille Laura Duhamel et Rudy Saada avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. L'application Action pour la transparence pour smartphone permet aux Ougandais, vous allez nous en parler dans quelques instants, de vérifier que les finances publiques qui sont allouées aux écoles ou aux centres de santé proches de leur domicile ne sont ni détournées ni volées. On en parle avec vous, Laura Duhamel. Oui, alors Action pour la transparence, c'est un nom un peu barbare, mais vous allez voir, c'est très simple. Et certains voient dans cette appli une arme redoutable contre la corruption. Alors redoutable, c'est à voir honnêtement, mais c'est vrai que dans un pays où les portables poussent comme des petits pains, elle a du futur, elle a de l'avenir. En Ouganda, on compte en effet au moins un portable par famille, y compris dans les zones rurales. Alors concrètement, cette appli offre non seulement des informations sur la gestion financière du gouvernement ougandais, mais ce qui fait son originalité, c'est qu'elle permet aux citoyens de s'exprimer directement et anonymement. Et s'il y a plainte, celle-ci est ensuite publiée sur les réseaux sociaux. Alors concrètement, les Ougandais pourront envoyer via cette application un message anonyme sur les réseaux sociaux dénonçant un acte de corruption. Alors ça peut aller évidemment du policier qui demande de l'argent pour administrer un permis de conduire au détournement de fonds publics qui étaient destinés aux écoles ou aux hôpitaux par exemple. Mais est-ce que c'est vraiment efficace ? Est-ce que ça n'encourage pas par ailleurs une certaine forme de délation en Ouganda ? Alors évidemment, son efficacité, c'est la question. La délation, c'est encore un autre souci. La vraie crainte, finalement, c'est que les pouvoirs publics qui sont chargés eux-mêmes de gérer les plaintes, sont ceux en général qui sont accusés. Alors évidemment, cette appli va attirer davantage l'attention sur la mauvaise gestion des finances. Et puis peut-être qu'elle empêchera une certaine impunité. Mais tout le problème, évidemment, maintenant, c'est de trouver des moyens vraiment coercitifs pour les pouvoirs publics. Alors en Ouganda, comme dans d'autres pays d'Afrique, la lutte contre la corruption est vraiment une lutte au quotidien. Oui, c'est une lutte au quotidien et c'est une lutte qui se mène extrêmement difficilement. Alors une enquête menée l'an dernier auprès de 34 pays africains par Afrobaromètre montre la lassitude des Africains face à ce fléau. Les policiers notamment sont perçus comme les plus corrompus. Une personne sur 3 a admis avoir par exemple versé un pot de vin au cours de l'année pour obtenir des soins médicaux ou pour obtenir son permis de conduire, ni plus ni moins. Et évidemment, ce sont les plus pauvres qui souffrent le plus de cette situation et les pouvoirs publics sont ainsi pointés du doigt et accusés par près de 56% des sondés de ne pas en faire assez pour lutter. Et on va regarder un extrait d'un reportage sur cette application justement. Dénoncer la corruption n'est pas encore un automatisme chez les Ougandais. Avec cette application, le processus est simplifié. En cliquant sur « Alerter », l'information est transmise aux autorités concernées. We want to know if the government says... Quoi ? T'as dit ça. Ah,
Apparemment, on a eu un petit problème avec ces images. Alors, on va parler d'autres initiatives qu'utilisent les réseaux sociaux, notamment au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Voilà, alors en Côte d'Ivoire, par exemple, un compte original a vu le jour sur les réseaux sociaux. Son nom est tout aussi barbare. Secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités. Donc, ce SNGRC pour les intimes, a un site internet, un compte Twitter et une page Facebook sur lesquels plusieurs campagnes de com sont lancées contre la corruption pour pousser les gens à s'exprimer, pour finalement les sensibiliser au fléau, comme par exemple cette dernière vidéo